C'est la grande édition du journal. À la une de l'actualité, l'agression de la RDC, Félix Tshisekedi pointe d'un doigt accusateur le pays de 1000 collines devant la tribune des Nations Unies. Le président de la République a dénoncé l'agression rwandaise et vidé son argumentaire sur la rhétorique défensive des pays agresseurs. À Kinshasa, les acteurs politiques félicitent le discours du chef de l'État. Vous le suivrez tout à l'heure dans ce journal. Et puis, évaluation des opérations conjointes FRDC-UPDF de l'armée ougandaise contre les groupes terroristes et autres groupes armés dans la partie est du pays. Et les deux parties ont signé un document relatif aux procédures des opérations dans la traque des forces négatives dans la partie est du pays. Enfin, deux directeurs provinciaux du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale à petite échelle de l'Olaba et du Maniema sont suspendus de leurs fonctions. Ces derniers sont accusés de mégestion et d'opacité dans l'exercice de leurs fonctions. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Un discours historique prononcé par le président de la République du haut de la tribune des Nations Unies. Félix Tshisekedi n'est pas allé par le dos de la cuillère. Il a dénoncé le soutien massif de Kigali à la rébellion du M23, tant en matière de guerre qu'en nombre de troupes. Dans un discours de près de 40 minutes, le chef de l'État a fustigé cette énième agression dont la RDC est victime, une occasion pour Félix Tshisekedi de réaffirmer haut et fort la détermination du peuple congolais et de ses dirigeants de défendre jusqu'au sacrifice suprême l'intégrité du territoire national. Giscard Koussema. Welcome His Excellency Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. En se présentant à la tribune des Nations Unies, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était déterminé à éclairer la communauté internationale sur la situation de son pays et mettre fin à la sempiternelle dénégation des autorités rwandaises. Sous le regard attentionné de la distinguée première dame, Denise Nyakeru, et de plusieurs officiels congolais, le chef de l'État a tenu un discours de 40 minutes, dont la moitié consacrée aux vérités sur l'agression du Rwanda sous le label de son valet, le M23. En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le cas actuellement du Rwanda qui, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la République démocratique du Congo par des incursions directes de ses forces armées, les RDF, mais aussi occupe des localités de la province du Nord Kivu par un groupe armé terroriste interposé, le mouvement du 23 mars, dit M23, auquel il apporte un soutien massif, tant en matériel de guerre qu'en hommes de troupes. Avec la même fermeté, le président Tshisekedi a exigé le retrait immédiat du Rwanda de la ville congolaise de Bunagana. À cet effet, il est nécessaire de voir ceci. 1. Rendre effectif le retrait immédiat du M23 des localités occupées, le retour des déplacés congolais de ces localités à leur domicile et la cessation sans condition du soutien de l'armée rwandaise à ce groupe terroriste, selon l'esprit et la lettre de la feuille de route de Luanda, convenu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ainsi que des déclarations successives du Conseil de sécurité de l'ONU, du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, de la Communauté d'Afrique de l'Est, la CAE, et de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe, la SADC.
L'autre sujet abordé aura été l'exploitation des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, qui inquiéterait certains admirateurs de la nature. Là encore, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été on ne peut plus clair. Monsieur le Président, je saisis cette opportunité pour apporter de la lumière sur le volet environnemental de l'appel d'offres lancé le 28 juillet dernier par mon pays pour l'exploration de ces 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers, appel qui semble faire inutilement polémique sur la place publique internationale. À ce sujet, il convient de rappeler qu'aucun instrument juridique international pertinent ratifié par la République démocratique du Congo ne lui interdit d'exploiter ses ressources naturelles pour cause de protection de l'environnement ou par crainte de l'aggravation du réchauffement de la planète. Au-delà du tableau sécuritaire peu reluisant, le président Félix Tshisekedi a donné des informations rassurantes sur l'économie nationale. Le président de la République a fait part de toutes ses préoccupations au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qu'il a reçu dans ses bureaux. Et en réaction, les acteurs politiques ont chacun de leur côté salué la franchise avec laquelle le chef de l'État s'est exprimé du haut de la tribune des Nations Unies. Sans embâche, Félix Tshisekedi s'est adressé avec un ton ferme au Conseil de sécurité des Nations Unies, tout en demandant de respecter la charte des Nations Unies qui régit tous les pays membres. Suivez à tour de rôle quelques réactions sur le discours du chef de l'État. Ce discours était attendu par l'ensemble de notre population et vous allez voir, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les rues, que ce soit dans les coins, les gens qui discutent, tout le monde est satisfait de ces discours, tout le monde est satisfait du ton offensif et ferme que le président a eu envers ceux-là qui nous agressent. L'ensemble de la communauté internationale l'a remarqué, l'hypocrisie du Rwanda, et je pense que maintenant, lorsque nous allons passer à l'offensive, lorsque nous allons nous prendre en charge, ce qui est déjà le cas, ce que souhaite l'ensemble de la population, personne ne viendra nous donner des leçons pour cela parce que nous avons épuisé toutes les voies diplomatiques et toutes les voies pacifiques, même si la voie du dialogue reste toujours ouverte. Mais maintenant, je pense qu'il faudrait que la population congolaise et notamment nos forces armées puissent monter en puissance et que nous récupérions très vite Bunagana et que cette population congolaise, nous sommes conscients des effets du changement climatique et nous allons exploiter nos ressources naturelles de façon responsable. Et le fait que le président l'ait dit haut et fort du haut de la tribune des Nations Unies, je pense que le message est passé et parfaitement rencontré les attentes du peuple congolais. Moi, personnellement, je suis fière de l'entendre parler du haut de la tribune des Nations Unies. Il m'a rappelé certaines interventions qui l'ont précédé, telles que l'intervention du maréchal Mobutu, du haut de la même tribune, telle que l'intervention de Thomas Sankara. En tant que patriote, je suis très fière de mon président de la République. Il a parlé de ce qui préoccupe tous les peuples congolais aujourd'hui, c'est la paix à l'est du pays. Il a parlé de la situation sécuritaire du pays. Il a parlé de la parité. Nous avons entendu, nous tous, suivi le propos du secrétaire général des Nations Unies, qui n'était pas de même avis que nous, parce que tout le monde connaît que c'est le Rwanda qui attaque la RDC aujourd'hui et que le chef, lui, l'a déclaré. Il a vraiment rencontré les préoccupations et il a très bien parlé et il a fait notre fierté. Et nous sommes très contents parce qu'il n'a pas ménagé ses mots et ça a été bien. Nous avons besoin d'un tel président, un homme courageux et un homme qui peut aider la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a fait un discours responsable, un discours patriotique, un discours nationaliste. Il a réellement identifié devant le monde, devant les hauts cadres, hauts responsables du monde, que c'est le Rwanda qui est l'agresseur. Et il a pris même cette communauté internationale à témoin pour dire que le Rwanda doit être identifié comme agresseur et c'est lui qui entretient les M23 et la communauté internationale doit prendre acte de cet aspect-là afin que ça cesse. D'abord, je tiens à féliciter sincèrement du fond de mon cœur le président de la République pour son courage, pour son amour envers la nation congolaise.
N'oubliez pas que depuis que notre pays est agressé par le groupe terroriste, les chefs d'État ne ménagent aucun effort pour chercher la paix à travers la sous-région. Et au jour d'aujourd'hui, je crois que le président a été très clair. C'est maintenant aux Nations Unies, parce que nous sommes membres de cette corporation internationale, de prendre toutes les dispositions pour mettre fin à cette guerre qui sème la désolation et le plaire. Donc, nous demandons aussi à tous les pays voisins de faire la paix avec nous, de vivre en harmonie avec nous. Voilà, les professeurs de l'université plaident pour que la représentation nationale examine la question du social des professeurs lors de l'examen du budget 2023. Ils ont été reçus par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata. Robert Ndaichi Sensei pour le reportage. Une forte délégation de l'association des professeurs de l'université de Kinshasa chez le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata Betukumesu, lui aussi professeur de droit constitutionnel. Sur la table, la transmission d'une série de doléances sur les sociales des professeurs d'université. La dernière mise en place des professeurs d'université était également évoquée avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betukumesu. Le rapporteur, Odiko et porte-parole de la Poukine, circonscrit le cadre des échanges. Ce que vous avez appris à travers les médias, notamment les nominations, et nous avons estimé que l'Assemblée nationale, avec son pouvoir de contrôle, pouvait exercer le contrôle pour permettre à notre secteur de fonctionner normalement. Abordant la question du budget 2023, les professeurs plaident auprès du premier vice-président de l'Assemblée nationale pour qu'au moment de l'examen de ce budget, que les élus du peuple tiennent compte du social des professeurs. Nous sommes pendant la période cruciale, le débat autour du budget de la République, et nous estimons que pour éviter ce que faisaient nos prédécesseurs, n'est-ce pas, passer après le débat de l'Assemblée nationale, donc demander des augmentations, des améliorations des conditions de vie, alors que le budget aura déjà été voté, nous avons estimé qu'il fallait saisir l'autorité budgétaire au bon moment afin de lui permettre à la fois de tenir compte des orientations qui ont été faites par le président de la République. André Mbata Betukumesu, très attentif, a promis tout son soutien pour que des réajustements soient faits lors de l'examen de ce projet de budget 2023. Et puis, le Premier ministre est arrivé à Bunia, dans la province de l'Ituri. L'objectif, poursuivi par Jean-Michel Samaloukonde, est d'évaluer l'état de siège. Et quelques heures après plutôt, le chef du gouvernement a présidé la réunion du Conseil provincial de sécurité. Un reportage de Pati Tondwango. Le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, vient dépouler de nouveau le sol de Bunia dans le cadre de l'évaluation sécuritaire dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu sous état de siège. Il a été accueilli à sa descente de l'avion par le gouverneur militaire Johnny Luboya Kanchama avant un bain de foule à l'aéroport de Bunia, empreinte de joie et de satisfaction morale d'une population en quête de paix. En la présence du Premier ministre, l'espoir d'un lendemain meilleur, Jean-Michel Samaloukonde Kyenge est à la tête d'une forte délégation d'accompagnement composée des parlementaires, des membres du gouvernement et des services connexes. L'objectif est d'encourager non seulement les éléments de FARDC, mais aussi ceux de la police qui luttent nuit et jour pour assurer la restauration de la paix, chère au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une façon de réconforter moralement ses compatriotes qui se sacrifient pour cette cause noble qui est la paix et la sécurité. Selon les chefs du gouvernement, les échanges avec les forces vives pourront orienter davantage la voie à suivre pour une paix durable, gage de tout développement. Une décision avait été prise par son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'avoir dans les deux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri l'état de siège en vue de rétablir la paix, ce qui est très cher à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ici, ce n'est pas une première. Nous avons déjà été ici en visite d'évaluation, justement, de l'évolution sécuritaire de la province. La différence, c'est que cette fois-ci, nous avons voulu commencer par l'Ituri et nous sommes très contents d'être accueillis ici à Bunia. Nous pourrons mieux orienter notre action dans cette paix que nous recherchons dans cette province. C'est aussi l'occasion, bien sûr, de venir encourager
nos forces armées ainsi que ceux de la police, qui tous les jours se sacrifient pour la nation, pour la souveraineté de la nation. C'est toujours bien que nous soyons à leur côté pour un réarmement. Les encourager dans le travail qu'ils font parce qu'il est très reconnu et très soutenu par le président de la République. Cette visite permettra au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge d'effectuer quelques descentes sur le terrain pour s'imprégner des travaux de quelques chantiers en cours, dont l'élargissement de l'aéroport de Bunia, mais le plus important reste l'aspect sécuritaire. Aussitôt après, le chef de l'exécutif national a présidé une réunion du Conseil de sécurité avec les membres du comité provincial de sécurité, rencontre élargie aux membres de cette délégation. Et avant de s'envoler vers la ville de Bunia, Jean-Michel Sama Lukonde a reçu la délégation du groupe Texas, actionnaire du Texafrica, avec à sa tête Jean-Philippe Watershoot. Ce dernier est venu lui soumettre les difficultés auxquelles son entreprise est confrontée à une tentative de spoliation de son terrain situé entre l'avenue Colonel Monjiba et le fleuve Congo-Tel, terrain qu'occupe Texafrica depuis 1926. Patito Ndwangu. Tentative de spoliation du terrain qu'occupe Texafrica depuis 1926, la délégation du groupe Texaf, actionnaire de Texafrica, sollicite l'implication du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Conduite par le CEO Jean-Philippe Waterschool, cette délégation a soumis au chef du gouvernement les difficultés que traverse son entreprise et la menace de lotissement illégal de son terrain situé entre l'avenue Colonel Monjiba et le fleuve Congo. Explication d'Albert Youma, président de la Fédération des entreprises du Congo FEC. Si nous sommes venus voir le Premier ministre aujourd'hui, c'est que nous sommes confrontés à un problème grave qu'on n'arrive pas à résoudre depuis plusieurs mois. Entre l'avenue Colonel Mondiba et le fleuve, il n'y a que Texafrica depuis 1926. Mais il y a des personnes privées sous couvert d'un arrêté que nous estimons illégal du ministère de l'Urbanisme sont venus casser le mur de clôture du Texafrica avec un engin lourd, casser le mur le long de la rivière Makelele pour de force commencer un lotissement. Après plusieurs tentatives infructueuses vers les autorités qu'on pensait être en charge, nous avons eu la chance d'obtenir l'audience avec le Premier ministre et que les lotissements illégaux qui se font de jour et de nuit, surtout de nuit, soient arrêtés dans une zone qui en plus est inondable 7 mois sur 12. On a reçu un très bon accueil d'ailleurs. Je dois d'abord insister sur le fait qu'il nous a reçus très rapidement. Ça montre sa disponibilité pour le monde des affaires et je le remercie pour ça. Et 2, il nous a promis une réponse très rapide sur un sujet qui le préoccupe, qui est une des priorités du plan d'action du gouvernement, le secteur immobilier foncier. Le gouvernement fournit beaucoup d'efforts pour attirer les investisseurs locaux et étrangers et de telles situations, selon Albert Youma, ne favorisent pas le climat des affaires en République démocratique du Congo. En marge de la 77e Assemblée générale des Nations unies, l'Organisation des Premières Dames d'Afrique a organisé un déjeuner de travail, une rencontre de haut niveau qui va permettre à toutes les Premières Dames d'Afrique de réfléchir sur les orientations opérationnelles à prendre pour les 2 prochaines années du nouveau comité dirigé par Monica Ngaine-Goss et Denise Nyakero Tshisekedi, vice-présidente de l'organisation. Patrick Michel Moukouyi, Naïcha Kiala. Chaque année, la tenue de l'Assemblée générale des Nations unies offre en parallèle l'occasion à l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement de se réunir pour analyser en profondeur les questions essentielles qui touchent à son fonctionnement et à ses missions. Cette fois, c'est autour d'un déjeuner de travail que se tiennent les discussions. En toile de fond, l'évaluation du plan stratégique pour les 2 prochaines années de l'organisation que dirigent Mme Monica Ngaine-Goss et Mme Denise Nyakero Tshisekedi, respectivement présidente et vice-présidente de l'OBDAD. L'arrivée du nouveau comité directeur de l'OBDAD augure une nouvelle ère, celle d'une participation active de tous les membres. Il n'y a donc pas de bonnes ni de mauvaises idées, tout est recevable et pris en compte par le comité. La rencontre de ce jour a permis à chaque première dame, sur base des expériences de leurs pays respectifs, d'enrichir le document stratégique qui est en quelque sorte la boussole des actions de l'organisation. Le vœu de tous, c'est l'amélioration de ce document indispensable pour la bonne marche de l'OBDAD.
la mobilisation des ressources, le renforcement des relations entre les parties prenantes, internes ou externes, la lutte contre les violences basées sur le genre, l'éducation, la santé maternelle et infantile, ou encore le changement climatique sont autres des priorités qui cristallisent les intérêts. Pour les autres secteurs, le consensus est encore à obtenir. Chacune de nos réactions au plan de travail pour les 2 prochaines années proposées par la présidente auront pour but de rendre notre organisation beaucoup plus efficiente, renforçant davantage l'image et le positionnement stratégique de notre organisation, compte tenu des attentes de nos populations respectives. L'épineuse problématique du financement de nos activités mérite encore des réflexions et un engagement renouvelé de chacune de nous pour le plus grand bonheur de nos communautés respectives. Et ce, dans le but de réaliser notre vision, celle d'avoir une Afrique développée avec des enfants, des jeunes et des femmes en bonne santé et autonomisées. Dans mon rôle de championne des Nations Unies en charge de la prévention des violences sexuelles liées au conflit, des échanges informels ont été débutés, notamment avec le bureau de Mme Pramila Patten, qui est représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en charge de prévention des violences sexuelles en zone de conflit. Et avec la présidente et l'ensemble du comité directeur, nous reviendrons avec une proposition vers vous. Pour la vice-présidente de l'OBDAD, Denise Nyakiru-Tshisekedi, qui a clos les débats, les inputs sur cette feuille de route élaborée par le secrétariat et l'ensemble des conseillers techniques sont très attendus afin de répartir sur une base harmonisée. Je l'ai dit au sommaire, signature entre les ministres de la Défense de la RDC et son collègue de l'Ouganda du document relatif aux procédures opérationnelles standards dans la traque des groupes terroristes EDF, MTN et les forces négatives dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu. C'est lors de la 2e réunion ministérielle d'évaluation tenue à l'école des hautes études militaires. Jojo Ndimbo. La 2e réunion ministérielle d'évaluation des opérations de mutualisation des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et des forces de défense du peuple ougandais, UDPF, contre les groupes terroristes ADF, MTN et les forces négatives en Ituri et au Nord Kivu, s'est tenue à Kinshasa, au Tchèsde. C'est le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Gilbert Kabanda Kourenga, qui a présidé cette réunion en présence du ministre de la Défense et des Affaires des vétérans de la République d'Ouganda et du chef d'état-major général des FARDC, le général Célestin Balamoussense, des vice-ministres des Affaires étrangères et de l'intérieur de la RDC. Plusieurs allocutions se sont succédées. Le patron de l'outil de défense congolaise a salué les efforts consentis par le 2 chefs d'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC et Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda pour la promotion de la paix et du développement entre les 2 pays en particulier et dans la région des Grands Lacs en général. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir l'évaluation des opérations conjointes FARDC-UPDF contre les groupes armés terroristes et les autres groupes armés, la finalisation des procédures opérationnelles standards pour le traitement des personnes suspectées d'appartenir aux groupes terroristes, forces négatives et les autres groupes armés de la RDC par les FARDC et les UPDF. Cette réunion a été sanctionnée tard dans la soirée par la signature entre les 2 ministres de la Défense de la RDC et de l'Ouganda du document relatif aux procédures opérationnelles standards préparé par les experts de 2 parties sous la facilitation de la fondation américaine Bridgeway avant la lecture du communiqué final sanctionnant les travaux. Les commerçants, les entrepreneurs et investisseurs congolais ont la nécessité de s'informer sur la réglementation en matière d'export-import. Pour ce faire, le ministre d'État du Commerce extérieur a réceptionné des outils qui vont leur permettre d'améliorer la qualité de leur travail. Chimène Dondo et Francine Atoumissé. Commerçants, investisseurs, entrepreneurs peuvent maintenant accéder aux informations sur la réglementation en matière d'import, export et transit en RDC.
d'informatique, matériel de bureau que nous avons livré au ministère. C'est les kits qui vont permettre à l'équipe du portail d'information commerciale qui a été mise en place par son Excellence, Monsieur le ministre du Commerce extérieur, à travailler dans de bonnes conditions. Il s'agit des 11 ordinateurs HP portables et aussi d'une imprimante multifonction. Il y a aussi des 2 armoires de bureau, une table de bureau et il y a d'autres mobiliers que nous allons livrer incessamment qui vont aussi être logés dans un bureau, un local qui a été loué pour l'équipe qui travaille sur ce portail. Comme il s'agit d'un travail d'arrache-pied qui va leur demander de la concentration en vue de travailler sur toutes ces questions, donc il était important de leur doter d'un local qui leur permet de travailler. Ces projets de portail d'information commerciale visent à assainir le climat des affaires et de favoriser les investissements en République démocratique du Congo. Lancement officiel par l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé des travaux d'élaboration des guides sectoriels des activités dans la sous-traitance. Ces travaux ont été présidés par le directeur de cabinet à l'entrepreneuriat, Justin Magala. Un reportage de Mireille Ndeke. Des efforts consentis par le gouvernement de la République dans la promotion de l'entrepreneuriat ne sont plus à démontrer, particulièrement dans le secteur privé, et ce grâce à la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 relative à la sous-traitance. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette cérémonie de lancement de travaux de la sous-traitance par l'ARSP en collaboration avec la FEC, avec pour objectif primordial de faciliter l'application de la dite loi qui souffre de plusieurs irrégularités. Selon l'entendement de la FEC, ces guides devront rencontrer la problématique d'interprétation de la loi et de ses mesures d'application en vue de se prononcer in concreto sur l'applicabilité de la réglementation congolaise aux opérations ou à activités visuelles des professionnels. Le DG de l'ARSP, Ahmed Kalesh Kand, a de son côté exhorté les experts des dits travaux de veiller à ce que le principe par la loi et ses mesures d'application puissent constituer un fil conducteur dans l'élaboration de ces guides sectoriels. Ces travaux d'élaboration des guides sectoriels des activités de sous-traitance dans le secteur privé constituent une étape intermédiaire dans le processus déjà planifié de révision de certaines dispositions de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. Je forme le vœu qu'à l'issue des travaux qui vont débuter aujourd'hui et qui vont se poursuivre jusqu'au 28 septembre 2022, le rapport final de vos échanges puissent prendre en compte tous les aspects des opérations spécifiques à chaque secteur et d'en évaluer objectivement la portée par rapport aux textes légaux et réglementaires en vigueur en matière de sous-traitance. Les directeurs de cabinet au ministère de l'Entrepreneuriat, Justin Magala, représentant du ministre d'État Eustache Mohan Mumbembe, a dans la même optique appelé le participant à cet exercice à plus d'assiduité pour la croissance de secteurs clés de l'écosystème entrepreneurial congolais. Plus de 150 participants venus de 14 provinces du pays et de la diaspora ont pris part au symposium et séminaire de formation et de renforcement des capacités des cadres de la coordination nationale pour l'accompagnement de l'action du chef de l'État. Ces assises se sont clôturées sous le thème la COMPAP, outil d'accompagnement de la vision du président de la République et de son gouvernement comme outil de relais communautaire de la communication, de vulgarisation et sensibilisation des actes de développement. Reportage. Le lampion du symposium et séminaire de formation et de renforcement des capacités de membres de la coordination nationale pour l'accompagnement des actions du président Félix Tshisekedi, CONPAP en sigle, se sont éteints le 17 septembre 2022. Les différents cadres venus des 14 provinces et de la diaspora ont pendant 4 jours acquis les connaissances autour du thème
La CONPAP, outil d'accompagnement de la vision du président Félix Tshisekedi et de son gouvernement comme outil solide de relais communautaire, de communication, de vulgarisation et de sensibilisation des actes de développement. Objectifs, atteintes et obligations. Dans son discours de circonstance devant une assistance acquise à la cause du président Félix Tshisekedi, le coordonnateur national de la CONPAP, le camarade Serge Kayimbe, a rappelé les objectifs poursuivis dans ces séminaires et symposiums devant une importante présence de personnalités et d'autres invités. Pourquoi avons-nous organisé ce séminaire? Parce qu'il était nécessaire pour nous que quand l'on veut engager l'image, le nom et les actions, surtout la vision du président de la République, il est du devoir de chacun d'entre nous d'être suffisamment outillé. Prévu pour une séance académique à la cérémonie de clôture et empêché pour des raisons d'État, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a participé par vidéoconférence et a été ovationné par l'assistant. Les 150 cadres de la CONPAP délégués par les provinces et les pays de la diaspora ont été récompensés chacun par un diplôme de participation. Pour boucler la boucle, 3 diplômes d'honneur ont été décernés aux professeurs Kamba Ibuacha, Manda Cheboa et Kasongo Mwema Yamba Yamba, des scientifiques qui ont contribué efficacement à ces symposiums par l'enseignement sur des thématiques de grande importance stratégique. Comme on dit, tout est bien, qui finit bien. Je vais donc simplement dire merci en même temps qu'au revoir à tous ceux qui sont venus de l'intérieur, mais également à ceux qui sont venus de Kinshasa pour bénéficier de ces enseignements, de ces échanges que nous avons pu effectuer pendant ces 4 jours. Ainsi, c'est clôturer les symposiums et séminaires de renforcement des capacités des cadres de la CONPAP. Le directeur national du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle séjourne dans les provinces de Lualaba et du Haut-Katanga. Jean-Paul Kapongo tape du poing sur la table. Il vient de suspendre 2 directeurs provinciaux pour mégestion dans l'exercice de leurs fonctions. Edith Chala, Patrick Kachala. C'est en mission d'itinérance dans les provinces du Lualaba et du Haut-Katanga que le directeur général du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, SAEMAP du ministère de Mines, Jean-Paul Kapongo Kadiobo a découvert l'anarchie et l'opacité installée par certains directeurs provinciaux dans l'exercice de leur mission. Après une analyse conséquente des éléments de réponse aux différentes demandes d'explication leur adressées, le SAEMAP, direction provinciale de Lualaba et du Maniema, voient leurs directeurs provinciaux être suspendus. Il s'agit de Georges Nyembo Kitungwa pour le Lualaba et Parti Kitembo pour le Maniema. Cette mission m'a permis de prendre connaissance, de voir ce qui se passe sur le terrain, c'est la gestion de ces 2 provinces. J'ai constaté une gestion calamiteuse qui n'est pas à la hauteur de nos missions. C'est ce qui m'a permis prendre certaines décisions et parmi les décisions, j'ai suspendu le directeur provincial de Lualaba, celui de Maniema, la même chose. Il y a beaucoup de choses. Ce dysfonctionnement ne me permet pas à rester calme ou tranquille parce que j'ai une mission que le président m'a confiée, c'est de changer et on doit changer. Et le changement est là. Ceci vaut avertissement pour les directeurs provinciaux d'autres provinces où fonctionne ce service du ministère des Mines. La bonne gouvernance, la traçabilité de la redevance, l'accompagnement des artisanaux passent parfois par cette rigueur afin de sortir de la bergerie toutes les brebis galeuses. Les artistes musiciens sont appelés eux aussi à mettre la main dans la pâte quant au processus électoral de 2023. Ce mercredi, ils ont été reçus par le président de la CENI. Denis Kadima leur a invité à participer dans le processus tout en sensibilisant la population sur l'inscription et l'identification des électeurs. Il leur a rassuré de la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Tétis Samba pour le reportage. Les artistes musiciens congolais, profanes, chrétiens, peintres, comédiens et bien d'autres se sont réunis autour du président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, qu'entouraient les membres de son bureau ce mercredi dans la grande salle Abbé Apollinaire Malumalou, au siège de la centrale électorale pour un cadre de concertation visant à impliquer et à renforcer la sensibilisation des actions de la CENI. Plus de 200 artistes et toutes tendances confondues représentant la crème musicale et culturelle congolaise ont participé à ces échanges riches en enseignements, échanges axés notamment sur la collaboration entre les 2 parties pour la sensibilisation de la population sur l'inscription et identification des électeurs. Nous encourageons la CENI pour ce genre de rencontres
Ça nous permet de vivre en symbiose. Nous pouvons nous compléter lorsqu'il y a des idées à donner. Et cela prouve que la CENI a la conviction que tout ira pour le mieux malgré les difficultés qu'on peut rencontrer. Qu'il fallait que nous autres artistes et la CENI puissions donner une sorte de sensibilisation au peuple, que c'est très important, ça nous concerne tous. C'est crucial. À l'ouverture de ces assises, le rapporteur adjoint de la centrale électorale a précisé que la nouvelle équipe dirigeante de la CENI fonctionne dans une sorte d'ouverture et de transparence. Prenant la parole, le représentant pays de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux AIFES a rappelé à l'assistance l'objectif général de cette rencontre, qui est donc d'impliquer les artistes congolais et les opérateurs culturels dans le processus électoral. Ici est de noter que cette activité intervient après celle que la Commission électorale nationale indépendante a organisée avec les partis politiques, les leaders de la société civile et les scientifiques le samedi 16 juillet dernier au Palais du Peuple. Et au parti présidentiel, la date du 20 septembre reste une date historique. Les membres et cadres de l'UDPS commémorent leurs martyrs de la démocratie qui ont perdu la vie durant leur lutte politique. Les combattants se sont mobilisés autour de leur secrétaire général Augustin Kabouya, qui leur a prêché le pardon et la discipline aux militants au sein de leur parti. Alain Bikaï pour le reportage. Dans la nuit des 19 au 20 septembre 2016, les combattants de l'IDPS ont été brûlés vifs dans la permanence de leur parti délimité. 7 ans après, les partis d'Étienne Tshisekedi se souviennent de ces combattants tués par les ennemis de la démocratie. Les chapelles ardentes ont été érigées pour honorer leur mémoire. Les cadres et combattants se sont mobilisés autour de leur secrétaire général Augustin Kabouya pour rendre un hommage mérité à ses compatriotes victimes de l'intolérance politique. À l'occasion, le numéro 1 de l'IDPS a salué la lutte de ses combattants et tous les martyrs de l'IDPS. Selon le secrétaire général Augustin Kabouya, son parti compte dans ses rangs de nombreuses victimes de la barbarie des régimes passés. Les 37 ans de lutte de l'IDPS ont été marqués par des assassinats, des enlèvements et des disparitions qui n'avaient que seul tort la réclamation de la démocratie, a fait savoir Augustin Kabouya. À cet effet, les gestionnaires au quotidien de l'IDPS a prêché le pardon et la discipline aux militants de son parti. Kolingo ezala na kati na biso mokumba oyo batikelaki biso ifo tokomisa mbote na suka, mais les méchants aujourd'hui veulent anéantir l'œuvre de Etienne Tshisekedi. Et tous ceux qui ont perdu leur vie à cause de ces combats puissent exploiter tout ce monde-là. Nous ne pouvons pas accepter qu'on puisse couler au pied, détruire cette œuvre laissée par Etienne Tshisekedi. Une expérience douloureuse qu'on ne souhaitera pas vivre dans la vie politique de notre pays. La mission catholique de Mangembo dans la province du Congo central vient de totaliser 100 ans d'existence. À la faveur de ce centenaire, les élèves des écoles conventionnées catholiques de la mission de Mangembo à Luozi viennent de bénéficier des bourses d'études pour cette année scolaire. Cet octroi de bourse est rendu possible grâce à la bienveillance de la sénatrice Nefertiti Ngoudianza. Un reportage de Guy Matundo. Les élèves de la province du Congo central ont bénéficié des bourses d'études pour cette nouvelle année scolaire. C'est la sénatrice Nefertiti Ngoudianza qui est venue au chevet de ces écoliers, surtout ceux du territoire de Luozi. Par ce geste, l'élu des élus du Congo central entend appuyer l'ambitieuse politique de la gratuité de l'enseignement reconnue par la Constitution et prônée par le président de la République. Fidèle à sa tradition, Nefertiti Ngoudianza n'a pas dérogé à ses habitudes, consistant à assister les élèves de la province en début de chaque année scolaire. Aujourd'hui, avec la décision du chef de l'État de pouvoir rendre l'enseignement de base gratuit, nous nous sommes dit qu'avec ce petit apport que nous avons de faire chaque année notre campagne de distribution des kits scolaires, ça pourra soulager les parents. Le personnel enseignant se dit réconforté par ce geste. Nous voulons que les enfants étudient dans des conditions acceptables et la distribution du kit scolaire répond à ces besoins parce que les parents, il y en a qui sont nantis, il y en a qui n'ont pas de moyens. Outre les bourses d'études, les écoliers étaient également servis en fournitures scolaires.
La sénatrice a saisi l'opportunité du centenaire de la mission catholique de Mangembo pour la doter de biens meubles et autres équipements. Elle a dit à l'évêque de Matadi toute sa disponibilité pour venir en aide aux œuvres de l'Église. Cette opération de la sénatrice Nefertiti Ngoudianza s'inscrit dans la logique de la continuité. Elle se poursuivra aux cataractes, au bas-fleuve et à la Lukaya. Enfin, les infrastructures de l'Université de Kinshasa pourront aider à l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. Le ministre des ITPR, Alexis Guizaro, s'est rendu sur place pour une visite d'inspection. Edith Chala pour le reportage. Le terrain omnisport de l'Université de Kinshasa pourra servir de cadre d'accueil de certaines compétitions sportives des 9e Jeux de la francophonie. Le ministre des Infrastructures, Travaux publics, Alexis Guissaro, a effectué une descente sur la colline inspirée pour en évaluer la faisabilité. Les hommes 10, 20 et 30 ont également reçu la visite de ce membre du gouvernement, toujours dans cette perspective. Accompagné des secrétaires généraux, académiques et administratifs de l'Université de Kinshasa, le ministre a clos sa visite par l'inspection de l'état de route qui sillonne l'université. Ma visite d'inspection du site universitaire de Kinshasa, la partie qui concerne la réhabilitation des homes, s'inscrit dans le cadre des différentes options que le gouvernement de la République veut absolument explorer dans la perspective de la tenue des Jeux de la francophonie. Une visite qui rassure les autorités académiques de l'UNIKIN, le recteur Jean-Marie Kayembe en tête. Les jours à venir connaîtront d'intenses travaux sur ces sites de l'Université de Kinshasa. Cette inspection du site de l'UNIKIN rentre dans le cadre d'une sérieuse option d'abriter une partie des Jeux de la francophonie. Bouclons ce journal par ce communiqué. Il est porté à la connaissance de tous les secrétaires généraux promus et mis à la retraite et admis à l'honorariat par ordonnance numéro 22/160 du 16 septembre 2022 de se présenter demain jeudi 22 septembre 2022 à 10h au secrétariat général au sport 6 stade des Martyrs pour une communication importante. Le communiqué est signé le président de l'association des secrétaires généraux, Barthélémy Okito. Mesdames, Messieurs, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. C'est la grande édition du journal.